Je vais chaque année à Racine de Ciel. Bien sûr, à Racine de Ciel. Les plus grands auteurs. Au Palais Fèche. Écoutez, les histoires de... L'histoire... Cita Dayanch. Cita Dayanch. Racine de Ciel. Cita Dayanch. Proust, début d'Albertine disparue. Mademoiselle Albertine est partie. Comme la souffrance va plus loin en psychologie que la psychologie. Il y a un instant, en train de m'analyser, j'avais cru que cette séparation sans s'être revue était justement ce que je désirais. Et comparant la médiocrité des plaisirs que me donnait Albertine à la richesse des désirs qu'elle me privait de réaliser, je m'étais trouvée subtile. J'avais conclu que je ne voulais plus la voir, que je ne l'aimais plus. Mais ces mots, Mademoiselle Albertine est partie, venaient de produire dans mon cœur une souffrance telle que je ne pourrais pas y résister plus longtemps. Ainsi, ce que j'avais cru n'être rien pour moi, c'était simplement toute ma vie. Comme on s'ignore, il fallait faire cesser immédiatement cette souffrance. Tendre pour moi-même comme ma mère pour ma grand-mère mourante, je me disais, avec cette même bonne volonté qu'on a de ne pas laisser souffrir ceux qu'on aime, et une seconde de patience, on va te trouver un remède, sois tranquille, on ne va pas te laisser souffrir comme cela. Ce fut dans cet ordre d'idées que mon instinct de conservation chercha pour les mettre sur ma blessure ouverte les premiers calmants. Tout cela n'a aucune importance parce que je vais la faire revenir tout de suite. Je vais examiner les moyens, mais de toute façon, elle sera ici ce soir. Par conséquent, inutile de se tracasser. Tout cela n'a aucune importance. Je ne m'étais pas contentée de me le dire. J'avais tâché d'en donner l'impression à Françoise en ne laissant pas paraître devant elle ma souffrance parce que, même au moment où je l'éprouvais avec une telle violence, mon amour, n'oubliez pas qu'il importait de sembler un amour heureux, un amour partagé, surtout aux yeux de Françoise, qui, n'aimant pas Albertine, avait toujours douté de sa sincérité. Oui, tout à l'heure, avant l'arrivée de Françoise, j'avais cru que je n'aimais plus Albertine. J'avais cru ne rien laisser de côté. En exact analyste, j'avais cru bien connaître le fond de mon cœur. Mais notre intelligence, si grande soit-elle, ne peut apercevoir les éléments qui le composent et qui restent insoupçonnés, tant que, de l'état volatile où il subsiste la plupart du temps, un phénomène capable de les isoler ne leur a pas fait subir un commencement de solidification. Je m'étais trompée en croyant voir clair dans mon cœur, mais cette connaissance que ne m'avaient pas donnée les plus fines perceptions de l'esprit venait de m'être apportée, dure, éclatante, étrange, comme un sel cristallisé par la brusque réaction de la douleur. J'avais une telle habitude d'avoir Albertine auprès de moi, et je voyais soudain un nouveau visage de l'habitude. Merci Nathalie Cohen, donc romancière, historienne et comédienne, qui va nous accompagner par la lecture d'extraits de textes le long de cette rencontre. Donc nous terminons les rencontres de Racine de Ciel de 2022, conçues, pensées, organisées par notre fée protectrice qui est Michel Leca, à qui va notre gratitude pour nous avoir réunis durant ces quelques jours dans ce merveilleux palais pour un débat. Donc on va le terminer avec un débat animé par notre ami philosophe Giuseppe Pontus et moi-même autour du livre qui a été à l'origine du thème de cette année, Rupture. Donc de Claire Marin, notre invitée, publié il y a environ 3 ans aux éditions de l'Observatoire, et qui est un livre qui a rencontré une très grande audience. Si nous finissons par ce livre,
Cela ne signifie pas que, contrairement au titre que nous avons donné pour ces rencontres, tout finit par une rupture, même si nous savons tous que c'est la dernière des rencontres de cette année et que, au terme de notre vie, nous attend une sacrée rupture. Mais je le rappelle, le premier soir, je le rappelais, le premier soir de ces rencontres, la rupture n'est pas, et parfois aussi un acte d'ouverture. Elle n'est pas toujours un acte de rupture. On peut rompre le pain, donc le pain de l'amitié, on peut rompre le silence, on peut rompre la glace. Et rompre veut dire dans ce sens ouvrir, accueillir, entamer. L'entame est une coupure, mais on entame aussi le dialogue. Et donc c'est ce dialogue que nous entamons avec Claire Marin, philosophe, professeur de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles, membre associé de l'école normale supérieure. Au fond, on sait assez peu de choses, on a cherché un peu, on sait assez peu de choses sur Claire Marin, qui est assez mystérieuse et réservée. Sur Internet, d'habitude, on trouve une foule de choses, on trouve très peu de choses sur Claire Marin. On sait qu'elle est née à Nantes. Non, elle n'est pas née à Nantes. Non. Vous êtes née à Nantes. Donc la seule chose qu'on croit savoir est fausse, donc vous voyez déjà que on est justement là pour en savoir plus. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages, souvent consacrés, on va dire, à des épreuves, le deuil ou la maladie, mais aussi d'ouvrages qui sont non pas consacrés à des concepts, comme font en général les philosophes, mais plutôt à des expériences ou à des sentiments. Donc je rappellerai juste Hors de moi, ou son tout dernier livre, qui a tout de suite d'ailleurs suscité une audience importante, Être à sa place. Peut-être que c'est cela qui caractérise le travail philosophique de Claire Marin, c'est de penser l'expérience. Et c'est la raison peut-être pour laquelle aussi ces livres touchent tant de gens. Je vais donner la parole à Giuseppe Pontus pour dire quelques mots du livre avant et entamer le débat avec Claire. Merci Albert et merci à Michel pour cette occasion, pour me permettre de retrouver Albert. C'est toujours un plaisir de l'écouter et surtout pour m'avoir permis de connaître notre invité, Claire Marin, qui je ne connaissais pas. Je sais qu'en France, elle est très connue, mais en Italie encore on ne la connaît pas, c'est dommage. Il faut remédier à ça, on va y réfléchir. Mais là, donc, je voudrais dire quelques mots sur les livres, un peu à ma façon, mais je vais lire les premières lignes de la 4e de couverture dans l'édition. Ça, c'est la première édition, celle qui vous a montré Albert, c'est l'édition de poche, donc ça a très bien marché. Et comment conjuguer les bifurcations de nos vies, que sont les ruptures avec l'idée de notre identité, une et constante. Donc, vous voyez que dans une phrase, on a déjà un gros problème et on a plusieurs problèmes. Première chose, qu'est-ce que c'est l'identité? C'est l'une des très grandes questions. Si je dois expliquer à une étudiante de première année de philosophie, par exemple, qu'est-ce que c'est l'identité, je lui dis normalement, pense à quand tu avais 10 ans. Quand tu avais 10 ans, tu étais, je crois qu'ici, oui, on a tous plus que 10 ans, et tu étais le même ou tu étais un autre. Bon, on peut répondre l'une et l'autre, je n'étais pas une autre personne, j'étais moi, mais par rapport à ce que je suis maintenant, je suis une autre. Donc, ce n'est pas une vraie façon de répondre, vous voyez, ce n'est pas une vraie réponse, parce que la réponse, c'est très articulé, donc c'est toujours compliqué de dire qui on est. Là, dans ce livre, on essaie d'expliquer un peu, de répondre à cette question à partir du mot rupture. Et dans la façon dont les ruptures, plusieurs ruptures, on verra
qui clairement parle des différentes ruptures. On a une série de ruptures qui sont prises en considération, qui, à travers les ruptures, c'est une façon de mettre en question, encore une fois, les mots identité et peut-être qu'elle nous aide à se méfier un peu de ce mot, au moins si on entend ce mot comme quelque chose qui est figé, qui est déjà défini, qui est déjà tout là. Mais on a aussi l'autrice, donc je ne vais rien ajouter à tout ça. Je vais lui poser une question. Sur la question de l'identité, je commence avec une question très générale. Cet enjeu, et d'une certaine façon de concevoir l'identité, cet enjeu aussi la question de la liberté. Et tu parles aussi d'un paradoxe de la liberté. Qu'est-ce que tu entends comme paradoxe de la liberté par rapport à ce thème? Alors juste pour revenir d'abord sur le lien avec l'identité, je crois que c'est effectivement central et c'est peut-être le fil conducteur des différents ouvrages, de savoir ce que les épreuves de l'existence modifient dans le sentiment que nous avons de notre identité. Donc il y a toujours cette articulation entre ce qui constitue une épreuve ou ce qui constitue un choix. Et dans la quatrième de couverture que vous avez relue, il y a cette idée de bifurcation qui était le titre de travail, mais on sait depuis hier qu'il faut plusieurs R dans un titre pour qu'il fonctionne. C'est pour ça que rupture a été choisie. Mais à l'origine, l'image qui m'intéressait, c'était cette image-là. Qu'est-ce qui se passe dans mon existence qui fait que soudainement, la trajectoire bifurque et qu'on va là où on n'avait pas prévu d'aller, et parfois même on se retrouve là où on appréhendait d'avoir à se retrouver un jour. Et qu'est-ce qu'on fait de cet endroit qui est pour nous un endroit parfois d'horreur ou d'expulsion hors de soi. C'est pour ça que l'un de mes ouvrages s'appelle « Hors de moi », c'est que parfois ces expériences nous mettent à la fois dans la colère, comme le dit le titre, mais aussi dans une forme de dépossession, d'expropriation. Donc sur le lien avec la liberté, c'est que parfois, effectivement, bifurquer, c'est affirmer une liberté qui ne peut pas s'exprimer dans le lieu ou la place dans laquelle je me trouve. Et dans ces cas-là, effectivement, on comprend bien comment la rupture est nécessaire pour être dans une forme d'authenticité avec soi-même, avec des éléments de notre identité qui sont étouffés par le contexte familial, social, professionnel ou historique. Mais il y a vraiment cette idée de réussir à être librement soi-même. Alors, donc, la question de l'identité, encore une fois, au fond, c'est vrai que c'est une question qui traverse tous vos livres. Être hors de soi, au fond, c'est une catastrophe, c'est ce qui arrive de pire. Mais en même temps, je lis une des phrases que vous avez choisi de mettre en exergue de votre tout dernier livre, qui est de Montaigne, qui est un auteur que vous aimez, dont nous avons parlé hier, et qui dit « La pire place que nous puissions prendre, c'est en nous ». Alors, qu'est-ce qui est pire, d'être en nous ou hors de soi? Il y a aussi une phrase de Michaud où il dit « Heureusement que je ne me trouve jamais, heureusement que je ne coïncide jamais avec moi-même ». Je n'ai pas la citation bien en tête, mais peut-être qu'effectivement, de toute façon, cette idée d'une adéquation, d'une coïncidence avec soi, c'est sans doute plus une représentation imaginaire qu'une expérience très fréquemment vécue. Peut-être que ça arrive de temps en temps, on se sent parfaitement soi-même, mais je crois qu'il y a plus de moments, on est plutôt dans le doute, dans l'inquiétude, dans le léger désaccord ou dans la dissonance intérieure. Et effectivement, cette citation de Montaigne, elle traduit bien aussi tout son cheminement, d'essayer d'empoigner quelque chose comme l'identité, et puis finalement on prend de l'eau, ça nous glisse entre les mains comme du sable, ou pire encore, de l'eau qui est vraiment absolument insaisissable. Et une grande partie de mon interrogation,
c'est autour de cette quête-là, d'une espèce d'identité fixe ou d'une place à soi, où on serait enfin soi-même. Je pense qu'on est beaucoup plus comme Montaigne dans le mouvement, dans les aléas, dans le fait d'être aussi un peu bousculé, que vraiment bien assis dans l'existence. Donc il y a une chose aussi, on sent que tout votre livre sur la rupture aussi entre deux positions, je dirais. D'une part, la rupture est vue comme une catastrophe, ce qu'elle est, et vous dites d'emblée dans votre livre que vous résisterez à la tentation de l'optimisme. On y a beaucoup cédé en organisant les rencontres. À la tentation de l'optimisme en balayant d'emblée les lectures au fond positives de la rupture et du recommencement. Alors, donc, c'est une catastrophe, mais en même temps, on voit bien par d'autres moments dans votre livre que la rupture peut être vue aussi comme une chance, au fond, comme quelque chose qui permet de recommencer. C'est un mot qui revient fréquemment. Alors comment est-ce que la rupture se situe entre les deux pôles, catastrophe ou chance? D'abord, il y a une pluralité de ruptures. C'est ce que j'ai essayé de traiter dans l'ouvrage, selon qu'on parle de la naissance ou du deuil. Et effectivement, la rupture n'a pas la même signification. Et si on voulait être provocateur, on pourrait dire que l'un comme l'autre peuvent être une catastrophe ou une chance. Parfois, d'une manière inattendue et paradoxale, la disparition d'un proche, quelle que soit mon affection, me libère de quelque chose et rend des choses possibles que je ne faisais pas par loyauté, pour ne pas déplaire. Donc, c'est pas qu'il y aurait des bonnes et des mauvaises ruptures en elles-mêmes, c'est qu'il y a la manière dont elles s'inscrivent dans l'histoire du sujet qui fera qu'une rupture pourra être saisie effectivement comme un moment de recommencement pour le sujet. Mais quand je disais qu'il ne s'agissait pas de céder à l'optimisme, c'était pas pour entretenir à tout prix une image sombre de l'existence, c'est plutôt parce que je trouve assez révoltant qu'on ne laisse pas à certaines catastrophes de l'existence le temps dont on a besoin pour les traverser. Et que certains discours qui justement sont dans une espèce d'optimisme volontaire, forcé, nous enjoignent de nous dépêcher, de tourner la page de la rupture, de passer à autre chose. On a plein de métaphores, rebondir, etc. Ou font passer toute expérience négative ou douloureuse comme finalement un élément qui produit du meilleur, dans une logique qui serait presque systématique de dépassement. Ce qui ne me tue pas, donc si on lit mal ou vite la phrase de Nietzsche, ce qui ne me tue pas me rend plus fort, c'est magique, c'est rassurant, ça fait plaisir, on se dit bon, on n'aura pas souffert pour rien. Moi il me semblait qu'il fallait dire que si, parfois on souffre et que ça ne produit rien de positif. Et ce discours-là, effectivement, il est un peu en dissonance avec des courants qui ont beaucoup de succès et qui veulent qu'on soit des êtres résilients, des êtres capables de tout surmonter, alors que je pense qu'il y a des blessures qui sont, pour le sujet, irréparables et qui laissent une douleur vive, même après longtemps. Et je pense qu'il faut aussi le dire pour ceux qui en souffrent, pour que cette reconnaissance de leur souffrance existe. Et je crois qu'il a aussi, toujours dans ce thème, un geste qui est un peu typique de la philosophie, qui consiste à dire qu'il ne faut jamais donner les choses pour déjà compris, déjà là, tout simplement. Par exemple, je ne sais pas si aussi en France ça marche, on a un proverbe en Italie qui dit que les échecs aident pour avancer. Tu n'es pas de cet avis, parce qu'à un certain point, tu dis que les échecs, peut-être que la plupart des fois, sont tout simplement des échecs et qu'on peut aussi prendre l'habitude à se dire ça et à rester là. Donc, en quoi la rupture, tu veux le distinguer de l'idée de l'échec si banalement entendu?
Oui, je réitère, je pense qu'il y a des échecs dans lesquels on s'enlise et dont on ne fait rien de bien. Il y a des échecs qu'on ressasse toute son existence, que 50 ans plus tard, on continue à se refaire la scène, à en rêver. Donc je ne crois pas que ça produise nécessairement une amélioration du sujet. Parfois, ça crée une fragilité qui reste vive de manière durable. Des humiliations, des expériences comme ça de déstabilisation qui crée un déséquilibre durable chez le sujet. En quoi ça se distingue de la rupture au sens peut-être où dans la rupture il y a quand même quelque chose de l'ordre du mouvement, alors que dans l'échec je peux m'enliser encore une fois. Il y a quand même dans la rupture quelque chose d'un mouvement soit que je subis parce que l'autre part, l'autre meurt, ou je suis déplacée par l'exil ou la guerre, ou que je choisis. Et ça aussi, ça va aussi un peu changer la tonalité de la rupture, selon qu'elle est produite par le sujet dans un désir de transformation de son existence, ou selon qu'elle lui est imposée par l'autre ou par les circonstances. Et tu as évoqué au début, en répondant à la question d'Albert, la question de la fidélité à soi-même, que c'est l'expression qui plus ou moins tout le monde, c'est vrai qu'elle tout le monde appelle quelque chose, mais tu n'es pas du tout d'accord avec cette idée de la fidélité à soi-même. Disons que la fidélité à soi-même présuppose que l'identité est déjà là. Alors effectivement, dans certains cas, j'ai une intuition de la personne que je veux être, du type de vie que je veux mener, de vie affective, d'activité sociale ou professionnelle. Mais une fidélité à soi, ça peut présupposer qu'il y a déjà une représentation assez nette de la personne que je serai. Et l'idée de rupture, c'est de dire que ce moi est peut-être beaucoup plus ondoyant ou malléable qu'on aimerait le croire. Évidemment, l'idée d'une identité, d'un moi fixe et stable, c'est très rassurant, à tel point que nos langues occidentales ont des déclinaisons, ont des pronoms pour identifier quelque chose comme un je, une première personne. Mais on sait, pour traverser des moments où on est déstabilisé, où on est hors de soi, que cette constance ou cette identité stable du sujet, elle est finalement assez facilement mise à mal, que des moments où on est perdu en soi, chacun d'entre nous peut en rencontrer, je crois. Donc la question est de savoir si on ne reconstruit pas pour se rassurer cette idée qu'il y a bien ce moi et que cet enfant de 10 ans dont tu parlais, c'était déjà moi. Qu'est-ce que je garde comme élément pour tisser cette continuité que sans doute je tisse en partie rétrospectivement, de la même manière, on le disait hier dans une conférence, que je crois que c'est Marianne qui disait les souvenirs aussi sont aussi en partie choisis, enfin on reconstruit a posteriori son roman personnel ou familial. Donc c'est en ce sens peut-être qu'on peut voir ce doute, ou en tout cas cette inquiétude d'un sujet qui serait moins fixe, moins stable qu'on aime le croire. Alors, effectivement, quand il y a la question de la fidélité à soi, mais qu'est-ce qui se passe lorsque c'est vers un autre, donc que le rapport se crée. C'est-à-dire, quand on dit le mot rupture, je pense que la première pensée qui vient à l'esprit, c'est la rupture amoureuse. Donc c'est par ce chapitre que s'ouvre après la rupture avec soi-même votre livre. Donc dans la rupture amoureuse, il se passe quelque chose d'autre que dans le fait d'être hors de soi, même si c'est lié, c'est que c'est une rupture avec quelqu'un en qui on a investi une partie de sa propre identité, de son propre être. C'est même quelqu'un avec qui on est mélangé au point d'être confondu. Et c'est pour ça que je fais une distinction entre les termes de séparation et de rupture, parce que dans la séparation, puisque ce matin on a commencé une belle matinée étymologique, dans la séparation il y a des parts
qui ont été associées et qui sont séparées, mais les parts préexistent, elles sont déjà définies. Alors que dans la rupture, il y a vraiment l'idée de liens qui sont tissés et qui vont se déchirer. Il y a une douleur de la rupture, là où peut y avoir une facilité de la séparation. Il y a des gens avec lesquels on s'est séparés au cours de l'existence et on en a un souvenir heureux, même si on n'a plus de nouvelles. Et il y a des ruptures d'amitié, d'amour familial qui laissent en nous une blessure très profonde. Donc ça, c'était la première distinction. Et effectivement, la rupture amoureuse, alors pour l'anecdote, à l'origine du texte, il n'y avait pas de chapitre sur la rupture amoureuse. Et à la fin du texte, c'est souvent le seul chapitre que les gens lisent, ou en tout cas le seul dont ils parlent. Donc voilà, magie des processus d'édition. Mais en tout cas, effectivement, ce qui se passe, c'est à un moment, j'emploie le terme de chimère, c'est-à-dire quand on a vécu si intimement avec l'autre, on forme une espèce de corps comme ça, un petit peu mixte, au sein duquel, et le texte que Nathalie a lu était parfait, parce qu'il y a vraiment une habitude de vie qui s'est créée, qu'on perd avec la disparition de l'autre. Et c'est là qu'on découvre que ce qui était sien était aussi mien, que la distinction, qu'on ne peut pas séparer à proprement parler les choses, qu'on a été tellement mélangés que le départ de l'autre, et ça Montaigne le dit très bien, c'est une amputation. C'est qu'il n'est plus qu'à demi lui-même à la mort de la Boétie. Donc il y a quelque chose comme ça de l'ordre d'une perte de soi, d'une lacune fondamentale, mais aussi quelque chose de l'ordre de la démolition de celui qui est quitté. Et ça, c'est ce que dit par exemple le texte de Simone de Beauvoir, La femme rompue. C'est intéressant, elle joue avec le verbe. Elle dit à un moment, je suis un déchet, je suis un papier froissé qu'on va jeter à la poubelle. Donc il y a tout ce processus de démolition qui est le propre de l'existence. On citait hier Fitzgerald qui dit que toute vie est bien entendu un principe de démolition, parce que si on voulait être un peu provocateur, on pourrait dire que c'est le principe de tout amour aussi, en partie, de pouvoir, un moment ou un autre, être révélé comme ce processus de démolition, que ce soit par la mort de l'autre, soit par le fait qu'il nous quitte. Alors, on a entendu tout à l'heure, vous parliez dans la relation amoureuse de la notion d'habitude, ce mot qu'on a entendu aussi dans le texte de Proust. Et effectivement, l'habitude, c'est aussi l'habitus, c'est-à-dire le lieu, la maison, ce qu'on habite ensemble. Et donc, hors de soi, c'est aussi lorsque cet habitus qu'on crée à deux est rompu, on se retrouve pas simplement hors de l'amour de la personne, mais aussi hors de soi. Oui, tout à fait. Je parlais de chimère tout à l'heure, mais on pourrait effectivement dire qu'il y a quelque chose comme une sphère invisible que forme le couple, d'ailleurs amical, quand c'est une amitié assez forte, ou le couple amoureux. Quelque chose comme un lieu partagé, un enveloppement. Et là, on retrouve des métaphores qui sont très fréquentes dans la psychanalyse, mais il y a quelque chose de l'ordre du cocon de l'affection que l'autre nous porte, que ce soit d'ailleurs un parent, un frère ou un conjoint. Ce qui évoquait maintenant Albert, c'est très intéressant parce que nous permet de dire, de considérer la rupture sur des différents aspects. On a une rupture qui est quelque chose qui se passe, qui nous advient, dont nous ne pouvons rien. Et on a une rupture qui est certaines fois désirée dans la rupture amoureuse, peut-être que moi je ne suis pas plus amoureuse de quelqu'un et que je désire la rupture. Et encore, on a une rupture qu'il faudrait un peu savourer dans certains cas sur l'habitude, sur une vie qui n'arrive jamais, qui supporte la douleur et n'arrive jamais à rompre avec ce qui nous cause cette douleur-là. Serait-il possible de résister pour longtemps sans rompre
quand on trouve une douleur. Là, on est presque dans des conseils de vie. Là-dessus, je suis très mauvaise, mais ça me fait penser à ce texte de Butor qui s'appelle La modification, où le protagoniste, à la fois sa femme Henriette à Paris et sa maîtresse Cécile à Rome. Et donc, Henriette, c'est effectivement la vie habituelle, monotone, le couple dans la longueur, et Cécile, c'est voilà, l'aventure, c'est la passion à l'italienne, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que, sans dévoiler tout le texte, on voit bien comment le Paris-Rome qu'il fait en train, d'une certaine manière, va restituer le trajet de pensée jusqu'au moment où il comprend que quand l'habitude, si l'habitude venait à rattraper la figure de Cécile, elle serait finalement tout à fait identique à Henriette. Donc ce serait la différence entre un amour long, mais un peu monotone, et une passion amoureuse intense. Peut-être que la passion amoureuse intense est là pour nous permettre de voir la force d'un amour d'habitude. Mais c'est une interprétation que je laisse à votre réflexion. Et oui, peut-être qu'on va demander à notre amie Nathalie de nous lire le texte. Alors, les remèdes à l'amour d'Ovide ou comment rompre. N'est-il pas plus sage de se taire que de répéter sans cesse que vous n'aimez plus? Celui qui dit à tout le monde « je n'aime plus » aime encore. C'est par degrés et non pas tout à coup qu'on parvient réellement à éteindre sa flamme. Dépêchez-vous lentement et vous serez sauvés. Un torrent est plus impétueux que le cours uniforme d'un fleuve, mais l'un a peu de durée et l'autre coule toujours. Que votre amour disparaisse à votre insu, qu'il s'évanouisse comme une vapeur subtile et meure insensiblement. Ce serait presque un crime de haïr aujourd'hui la femme qu'on aimait hier. Un changement si brusque ne convient qu'à des âmes féroces. Il suffit que vous la négligiez. L'amant chez qui la haine remplace l'amour aime encore, ou s'afflige de la fin de ses mots. Il est honteux de voir deux amants naguère tendrement unis devenir tout à coup des ennemis implacables. Vénus elle-même désapprouve de telles querelles. Souvent, on accuse sa maîtresse et on l'aime encore. Là où les récriminations se taisent, l'amour s'éloigne spontanément. Le hasard voulut un jour que je servisse de témoin à un jeune homme. Sa maîtresse était près de là, dans sa litière. Il éclatait contre elle en reproches sanglants, en paroles menaçantes, au moment où il allait l'assigner en justice. « Ah, qu'elle sorte de sa litière !» dit-il. Elle sort, et il reste muet devant elle. Les bras lui tombent, les tablettes s'échappent de ses mains, et se jetant au cou de son ami, « Tu l'emportes !» s'écrie-t-il. Il est plus convenable, plus décent de se séparer paisiblement que de passer de la chambre à coucher aux querelles du barreau. Laissez-la garder sans conteste les présents que vous lui aurez faits. Un léger sacrifice nous épargne souvent des pertes plus sérieuses. Si le hasard vous réunit l'un et l'autre dans le même lieu, n'oubliez pas de faire usage des armes que je vous ai fournies. C'est maintenant que vous en avez besoin. Combattez donc vaillamment, Penthésie. Combattez donc vaillamment. Penthésilée doit tomber sous vos coups. Songez à votre rival, songez à cette porte inflexible à votre amour, à ces faux serments dont l'infidèle prie les dieux à témoin. Ne prenez aucun soin de vos cheveux, parce que vous allez la voir. Ne disposez point avec art sur votre poitrine les plis onduleux de votre habit. Ne vous inquiétez pas tant de plaire à une femme qui désormais vous est étrangère et qu'à vos yeux, rien ne la distingue plus du commun des femmes. Je vais signaler maintenant le plus grand obstacle au succès de nos efforts. Que chacun là-dessus consulte sa propre expérience. Nous cessons trop tard d'aimer, parce que nous espérons toujours d'être encore aimés. Race crédule que nous sommes, chacun de nous sacrifie à sa vanité. N'ajoutez donc plus foi aux belles paroles, elles sont si trompeuses.
Et parmi les dieux eux-mêmes, elles ont si peu de valeur. Prenez garde aussi d'être sensible aux larmes. Pleurer est un art auquel s'exercent les belles. Le cœur des amants est en butte à 1000 artifices, comme le galet du rivage ballotté en tous sens par les flots de la mer. Ne lui dites point pourquoi vous préférez une rupture. Ne découvrez point vos méfaits de plainte. Gardez-les pour vous seul. Ne parlez point de ses torts à votre maîtresse, elle se disculperait. Aidez, au contraire, à ce que sa cause paraisse meilleure que la vôtre. Celui qui se tait fait preuve de courage. Celui qui accable sa maîtresse de reproches ne demande qu'à l'entendre se justifier. Merci Nathalie. On a parlé donc de l'identité, de la rupture amoureuse, et vous avez un troisième chapitre dans votre livre qui s'intitule « Devenir soi-même ». La question du devenir est importante, parce que là, on est déjà dans autre chose que l'identité. Mais est-ce qu'on peut, même si vous dites par ailleurs les échecs ne nous apprennent rien, est-ce qu'on peut devenir soi-même sans traverser une rupture? Je pense que de toute façon, on en traverse toujours. Enfin, je pense que même très tôt, on peut enfant connaître une rupture amicale qui nous bouleverse profondément. On peut connaître le deuil ou la perte très tôt dans sa vie. Donc je pense qu'aucun d'entre nous n'est préservé de cette rupture, à commencer par la rupture dont on ne se souvient sans doute pas vraiment, mais qui est celle de la naissance, et qu'on a évoquée aussi précédemment dans ces rencontres. Donc je ne pense pas qu'il y ait d'existence sans rupture, mais certaines sans doute jouent un rôle important dans la manière dont on se redéfinit, ou dans la manière dont on réoriente notre existence à l'aune de l'épreuve à laquelle on est confronté. Il y a sans doute des choix, pour revenir à la question de la liberté tout à l'heure, qui n'auraient pas existé sans certains événements qui nous déplacent, parfois de manière très violente, jusque dans des espaces réels ou symboliques où on n'imaginait pas se retrouver, et où il faut donner un sens au fait d'être là. Donc, vous dites se réinventer. Même. Oui, alors peut-être que c'est un peu une formulation banale ou cliché, mais je pense qu'après certaines ruptures, beaucoup de choses sont à redéfinir sur le rapport à autrui, la place qui est la nôtre dans la société, et puis notre rapport à nous-mêmes. Peut-être qu'il y avait des manières de se rapporter à soi qui ne sont plus tenables, que je ne suis plus capable d'exercer parce que j'ai perdu des facultés, ou parce que j'ai renoncé à certaines ambitions, ou parce que tout simplement j'ai vu que certaines représentations étaient idéalisées et illusoires, et qu'elles ne sont plus pour moi l'horizon vers lequel je veux tendre. Il y a une phrase, je vais la lire pour te demander un peu de l'expliquer. C'est au début de la rupture amoureuse, mais c'est sur la fidélité à soi. La fidélité à soi et à la personne qu'on aimait, donc on est déjà dans la rupture, est désormais impossible. Parce qu'on a déjà été intérieurement rompu, rendu étranger à soi par un autre. Qu'est-ce que ça signifie être rendu étranger à soi par un autre? Parce que alors dans ce cas de figure, l'autre nous quitte, la personne qu'on était avec lui ou avec elle, et en partie grâce à l'interaction avec lui ou elle, cette personne-là disparaît. C'est comme un personnage qui disparaît d'un scénario. Donc il y a tout un aspect de notre personnalité qui a pu même devenir un aspect central dans la manière dont on se présente et on se vit soi-même, qui s'efface avec la disparition ou la rupture du couple. Donc ce personnage que je jouais, non pas au sens où je faisais semblant, mais en tout cas cette facette-là de mon identité au sein de ce couple
ce personnage-là disparaît. Et donc la question, c'est quelle place il prenait dans la manière dont je me définissais et qu'est-ce qui me reste encore pour être moi-même, entre guillemets. Et quelquefois, tu dis, on est tenté de rompre pour être délivré de la fatigue d'être soi. Parce que, bon, donc, tu prends en considération deux phénomènes. L'une est un peu l'habitude, donc l'être un peu à sa place dans soi-même et la tranquillité qui en dérive. Et l'autre, la peur d'être figé dans quelque chose qui, ça me permet de me relier aux chapitres qui vont un peu plus avant, qui nous définissent. Mais c'est impossible en même temps de nous être définis par quelque chose. Et donc peut-être que c'est cela qui nous fait venir en voie de se délivrer de ce qu'on est. Tout à fait, je crois que dans diverses formes de rupture, il y a l'idée aussi, ou le fantasme d'une renaissance, ou pour reprendre le terme de tout à l'heure, de se réinventer, avec tout ce que ça a sans doute de fantasmé comme représentation. Mais peut-être que finalement, quand on quitte un métier ou quand on quitte une personne, c'est pas tant le métier en question ou la personne en question qui pose problème que l'impression d'être prisonnier de cette identité-là, professionnelle ou affective. Et effectivement, une forme d'ennui de soi, de cette personne qu'on est devenu et qu'on connaît par cœur, et on compte sur quelqu'un d'autre ou un autre lieu pour, d'une certaine manière, écrire un nouveau chapitre ou se manifester autrement. Et on en parlait ce midi encore. Si je me mets à parler, à penser dans une autre langue, ça peut produire des idées qui n'existaient pas de la même manière avant, ou je peux être plus drôle dans une autre langue, ou je peux être finalement plus joyeux ou plus sociable dans une autre culture. Donc ce déplacement-là, j'attends de lui qu'il me redonne envie d'être moi, quoi, qu'il crée en moi une personne que je ne connaisse pas par cœur. C'est peut-être vouloir être encore surpris par soi, malgré l'habitude qu'on a de cette vieille carcasse, comme dirait Michaud, qu'on traîne. Alors, bon, vous traversez toutes les figures de la rupture dans le livre. Donc également, par exemple, bon, bien sûr, la rupture familiale, à commencer par celle qui sépare tout être de sa mère, biologiquement. Mais aussi la maladie et le deuil, qui sont aussi des thèmes sur lesquels vous aviez déjà travaillé. Alors, la maladie, effectivement, elle est d'une certaine façon ce qui fait courir le plus de risques, puisque dans la maladie, il y a le risque de la mort qui est toujours présent. Est-ce que... et vous commencez d'ailleurs ce chapitre par un passage assez à la fois émouvant et complexe sur le rapport à quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, par exemple. À partir d'ailleurs d'un philosophe, c'est pas vous qui le dites, mais c'est un philosophe qui envisage la rupture avec la personne malade comme étant une issue à une sorte d'amour devenu impossible. Alors, est-ce que cette rupture est, est vraiment une issue? C'est-à-dire, moi-même, j'ai été assez surpris de ce qu'avance ce philosophe que vous citez, et qui, alors, bien entendu, dans une situation pareille, chacun réagit comme il peut, mais j'ai trouvé que que rompre soi-même avec quelqu'un qui a rompu d'une certaine façon, puisque la personne qui est malade a rompu, et était une fausse rupture. Alors il y a beaucoup de choses sur ce chapitre.
On m'a dit d'ailleurs qu'en fait, c'était pas un chapitre sur le deuil, et c'est vrai, c'était plutôt un chapitre sur la disparition d'un être qu'on aime, mais qui est tellement devenu étranger à lui-même par la maladie. Ça peut être Alzheimer, ça peut être un AVC, ça peut être des chocs terribles de ce type qui font que le sujet est très altéré dans la manifestation de son identité. Donc, quand un événement, une catastrophe, on peut le dire dans ce cas-là, se produit, la personne, parfois, peut nous sembler avoir déjà disparu. C'est-à-dire que son corps est là, il y a des manifestations de vie, bien sûr, plus ou moins grandes, mais ce qui faisait la singularité de cette personne et la nature de la relation d'affect n'est plus possible. Soit parce qu'il n'y a plus de parole, soit parce que la parole, la mémoire sont complètement altérées et minées. Et en fait, il y a deux philosophes sur lesquels je m'appuie pour penser ça. C'est d'une part Catherine Malabou, qui travaille sur ceux qui, à cause d'accidents cérébraux majeurs, deviennent radicalement autres. Et puis, le philosophe auquel vous faites référence, et c'est beaucoup plus polémique, beaucoup plus compliqué, c'est Michel Malherbe, qui est un spécialiste à l'origine de David Hume, et qui écrit 2 textes sur la maladie d'Alzheimer de sa femme, qu'il a accompagnée longtemps, jusqu'à son décès. Et ce qu'il dit, effectivement, a suscité beaucoup de réactions et de polémiques. Je me souviens l'avoir invité, et il y avait dans la salle des gens qui n'étaient pas d'accord, parce qu'eux avaient vécu dans une situation similaire les choses très différemment. Mais il dit clairement dans ses textes qu'il ne reconnaît pas dans la femme qui est face à lui les petits signes, et ça peut être l'éclat des yeux, ça peut être une manière de sourire, de tenir ses mains, un petit rire, etc., qui caractérisait la femme qu'il aimait. Et à partir de là, pour lui, elle n'existe plus. Donc même si ça ne changerait en fait qu'il continue à l'accompagner, il le fait presque comme s'il s'agissait d'une femme étrangère. Et je trouvais que cette expérience qui est restituée avec une honnêteté, en s'exposant à des critiques très très fortes, était très intéressante, parce qu'elle disait aussi quelque chose qui existe dans l'accompagnement et le soin, qui est cette question-là de l'autre qu'on accompagne mais qu'on ne reconnaît plus. Alors ça pose une question qui est assez profonde, qui est la question du rapport à l'autre. Parce que si on définit l'autre comme l'ensemble des signes distinctifs qui le caractérisent, et qu'à partir du moment où tous ces signes s'effacent, l'autre n'est plus là, ça pose quand même un sacré problème, parce que au fond, on aime dans l'autre que ce qui vous regarde, au fond, que ce qui fait signe vers vous, alors que l'autre, c'est l'autre en lui-même, c'est-à-dire c'est aussi l'autre, une fois tous ces signes effacés, qui reste autre. Mais c'est toute la question, effectivement, de savoir si j'accompagne un certain autre, une personne en particulier, ou si à un moment j'accompagne l'autre presque avec une majuscule, c'est-à-dire quelqu'un en situation de vulnérabilité, mais que je pourrais presque accompagner comme un soignant professionnel. Et ça pose aussi la question de savoir si l'autre, c'est celui finalement qui tient dans son identité parce que moi, ma phrase est mal construite, mais par tout ce que je projette encore sur ce corps, de l'ordre de l'identité de cette personne. Quand je suis face à une personne qui est dans le coma et que je continue à lui parler, c'est bien parce que je me souviens de la personne qu'elle était. C'est pas le corps qui est là qui produit ça en moi. C'est moi qui alimente, comme la machine l'alimente artificiellement. C'est moi qui, par mon comportement, alimente la personne qui était là. Et Malherbe dit bien qu'il n'arrive pas à jouer ce jeu. Il dit une relation, elle n'est pas univoque. Et quand il y a plus ces signes infimes qui rappellent. Et c'est là qu'on voit bien qu'un corps n'est pas juste une chair, ou un corps, c'est un corps animé d'une certaine manière avec des éléments très singuliers. Et si ça n'existe pas, Malherbe dit que ce n'est plus sa femme,
Et effectivement, c'est très très radical, mais c'est aussi des choses qu'on entend quand on voit par exemple dans des situations similaires, des maris ou des épouses qui disent je ne viens plus le voir parce que c'est trop violent chaque jour qu'ils me disent encore qui es-tu ? Parce que c'est ça aussi cette épreuve, c'est d'être soi-même nié dans sa propre identité par l'autre qui ne nous reconnaît plus. Et encore sur l'idée de rupture, tu évoques à un certain point une idée très forte de rupture dont on ne vient pas y penser, c'est la naissance. Tu vois, on a dit que la rupture peut être un commencement, mais normalement, il interrompt quelque chose. Et là, quand on parle de la naissance comme rupture, c'est un commencement très fort. Pourquoi tu vois la naissance comme une rupture ? Alors c'est toujours des hommes qui me demandent pourquoi la naissance est une rupture. Et je pense que pour une femme, c'est un peu plus évident. Ne serait-ce que par l'expérience physique elle-même, qui est clairement de l'ordre du déchirement. Donc je ne vois pas comment on pourrait appeler ça autrement qu'une rupture. Quand on vit plusieurs mois avec une présence en soi, évidemment que le fait que cette présence disparaisse, c'est une rupture. Psychiquement, c'est un passage qui est finalement très difficile aussi. C'est aussi une rupture dans la généalogie. Enfin, voilà, on accède à un autre statut, on bouleverse l'arbre familial. C'est aussi difficile, par exemple, de devenir grand-parent. Et chaque naissance, je crois, produit quelque chose. Alors peut-être pas de l'ordre d'une rupture catastrophique, mais en tout cas de l'ordre d'un bouleversement dans la hiérarchie des liens, dans le rapport, et éventuellement on produit aussi des ruptures. C'est-à-dire s'affirmer comme mère devant sa propre mère. Ça peut être problématique, voilà, quand la jeune femme cesse d'être avant tout la fille et qu'elle est face à ce pouvoir très ambigu qui est une vulnérabilité autant qu'un pouvoir, celui d'être mère ou d'être parent en général, incluant les hommes. La question quand même de tout ce que ça bouleverse, tout ce que ça transforme est très importante. Donc oui, il y a sans doute une continuité du cycle de la vie, mais sinon je pense que c'est quand même une expérience de rupture très forte et parfois les paroles quand même commencent à se multiplier, mais parfois très traumatisantes, dont on met du temps aussi à se remettre, alors physiquement bien sûr, mais psychiquement aussi. Et peut-être qu'il y a aussi une analogie ou tout simplement une autre expérience, mais c'est de la même... c'est toujours une rupture. Et tu écris à un certain point qu'il faut rompre avec son origine pour se faire son espace propre. Encore la rupture avec la famille, avec le père, avec la mère. C'est une façon pour reprendre une autre de tes expressions, pour rompre avec son visage et s'en faire un autre. Oui, alors, dans mes phrases, il y a aussi beaucoup « parfois ». Ou sans doute. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit rompre à tout prix avec ses parents, mais la question parfois est de savoir effectivement ce qu'il est impossible d'affirmer de soi et qui nous paraît essentiel et central par loyauté ou par fidélité à ses parents ou à son milieu. Donc, dans certains cas, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre d'une rupture nécessaire, qui peut d'ailleurs être une rupture assez douce, c'est-à-dire il y a parfois des bons prétextes pour s'éloigner, à commencer par les études. Donc parfois, les ruptures sont silencieuses, elles ne sont pas manifestes, mais elles sont vécues de l'intérieur par celui qui part, comme quelque chose qui est autre qu'une simple délocalisation ou qu'une continuité d'un parcours scolaire. Donc c'est ça aussi peut-être, c'est qu'il y a beaucoup de ruptures qui sont invisibles et qu'on comprend rétrospectivement comme ayant été des moments de rupture ou de changement profond dans notre existence. Faire des études, c'est une rupture ? Ça peut. Moi, j'enseigne depuis assez longtemps pour être persuadée que dans certains cas, non seulement c'est une rupture, mais une rupture qui va changer radicalement l'existence de l'étudiant en question. Et tu utilises une autre formule qui
Je reste sur l'idée du visage, parce que je crois que cette idée te permet de dire que le visage te permet encore de mettre en discussion le terme identité, pour dire que le visage n'est pas seulement une et défini une fois pour tous. Donc tu évoques un sujet qui est un peu pluriel. Ça peut marcher que... Oui, et c'est pas seulement métaphorique. C'est-à-dire, je crois que quand un sujet traverse une épreuve forte, ça se lit sur son visage souvent. Et que c'est pas juste une métaphore, qu'on est marqué physiquement par ce qu'on vit. On maigrit, on dort plus, ou on grossit, on se néglige. Enfin voilà, le corps est quand même le lieu de la caisse de résonance des événements qui nous agressent ou qu'on doit supporter. Et en ce sens, voilà, le corps dit les choses que parfois on n'arrive pas à dire nous-mêmes. Hein, c'est pas nouveau comme idée, mais le rapport du sujet à l'expérience, c'est pas un rapport intellectuel et abstrait. C'est vécu, et dans le cadre de la rupture amoureuse, voilà, on n'arrive plus à manger, on n'arrive plus à dormir, on a des frissons, on a une coulée acide, enfin, on se sent traversé par des sensations qu'on n'a jamais, voilà, on entend des grondements, le ciel nous menace, il se passe quelque chose physiquement dans le corps. Donc je voulais aussi qu'il y ait ça, qui est la corporéité, enfin la dimension incarnée de l'expérience. C'est tout un ensemble de sentiments, de sensations, d'affects, de tremblements, de palpitations. C'est ça aussi l'expérience de la rupture. Avant peut-être d'entendre de nouveau une lecture de Nathalie Cohen, juste une question en vous écoutant parler tout à l'heure. Comment vous est venue l'idée d'écrire sur la rupture? Ça paraît assez évident comme sujet aujourd'hui, mais en fait, il y a peu de livres qui portent directement sur cette question. C'est assez étonnant même. Bon, il y en a beaucoup sur la séparation, justement sur des concepts. Mais qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? Moi, j'avais beaucoup travaillé sur la maladie, sur les épreuves, sur le corps souffrant et les effets sur l'identité du sujet. Et j'étais frappée de voir dans des discussions, soit avec des amis, soit avec dans des colloques, des occasions comme celle-ci, les parallèles que les gens faisaient. Parfois, il y avait quelque chose comme une espèce de hiérarchie des catastrophes dans la vie. Et ce qui me semblait, moi, au début de mon écriture, une catastrophe massive, comme celle de la maladie. Bon, dans certains récits, on me disait, oui, mais perdre son travail quand on l'aimait, c'est bien plus difficile. Ou certains qui me disaient, mais moi, cette expérience du cancer, c'était rien par rapport au moment où mon mari m'a quittée. Et donc, la question, finalement, qui surgissait progressivement, c'est qu'est-ce qu'il y avait de commun dans la remise en question, parfois radicale, du sujet lui-même, à travers ces différentes épreuves. Et pourquoi ce qui, y compris, est parfois présenté comme quelque chose de joyeux, comme la naissance, pouvait constituer pour les deux sujets qui le vivaient d'ailleurs, parce que pour le nourrisson, ça peut aussi, dans la suite de son histoire, être un moment qui aura laissé des traces ou des séquelles. Donc, comment ces ruptures dans leur diversité, finalement, obéissait peut-être à un schéma commun de mise à mal du sujet et posait la question de ce qu'il faisait de cette démolition. Ça, finalement, voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette perte? Une fois qu'on a fait le constat de l'importance de ce qui a été perdu, quel sens on arrive à lui donner, avec l'idée que parfois on n'y arrive pas, qu'il y a des pertes qui sont inconsolables et qu'on ne les dépasse pas. Nathalie? Métamorphose, rupture. En se réveillant un matin après des rêves agités, Grégor Samsa se retrouva dans son lit, métamorphosé en un monstrueux insecte,
Il était sur le dos, un dos aussi dur qu'une carapace, et en relevant un peu la tête, il vit bombé, brun, cloisonné par des arceaux plus rigides, son abdomen sur le haut duquel la couverture, prête à glisser tout à fait, ne tenait plus qu'à peine. Ses nombreuses pattes, lamentablement grêles par comparaison avec la corpulence qu'il avait par ailleurs, grouillaient désespérément sous ses yeux. « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» pensa-t-il. Ce n'était pas un rêve. Sa chambre, une vraie chambre humaine, juste un peu trop petite, était là, tranquille, entre les 4 murs qu'il connaissait bien. Au-dessus de la table où s'était déballée une collection d'échantillons de tissus, Samsa était représentant de commerce, on voyait accrocher l'image qu'il avait récemment découpée dans un magazine et mise dans un joli cadre doré. Elle représentait une dame munie d'une toque et d'un boa, tous les deux en fourrure, et qui, assise bien droite, tendait vers le spectateur un lourd manchon de fourrure où tout son avant-bras avait disparu. Le regard de Grégor se tourna ensuite vers la fenêtre et le temps maussade. On entendait les gouttes de pluie frapper le rebord en zinc, et ce temps maussade le rendit tout mélancolique. « Si je redormais un peu et oubliais toutes ces sottises, se dit-il. » Mais c'était absolument irréalisable, car il avait l'habitude de dormir sur le côté droit, et dans l'état où il était à présent, il était incapable de se mettre dans cette position. Quelque énergie qu'il mit à se jeter sur le côté droit, il tanguait et retombait à chaque fois sur le dos. Il dut bien essayer 100 fois, fermant les yeux pour ne pas s'imposer le spectacle de ses pattes en train de gigoter, et il ne renonça que lorsqu'il commença à sentir sur le flanc une petite douleur sourde qu'il n'avait jamais éprouvée. « Ah, mon Dieu !» songea-t-il, « quel métier fatigant j'ai choisi, jour après jour en tournée. » Il sentit une légère démangeaison au sommet de son abdomen, se traîna lentement sur le dos en se rapprochant du montant du lit afin de pouvoir mieux redresser la tête, trouva l'endroit qui le démangeait et qui était tout couvert de petits points blancs dont il ne sut que penser. Et il voulut palper l'endroit avec une patte, mais il la retira aussitôt car à ce contact, il fut tout parcouru de frissons glacés. Il glissa et reprit sa position antérieure. À force de se lever tôt, pensa-t-il, on devient complètement stupide. L'être humain a besoin de son sommeil. Merci. Merci encore à Nathalie Cohen. Et j'avais préparé 37 questions. Je n'ai déjà fait quelqu'un, je crois qu'il se met s'arrêter là. Je laisse tout simplement à suspendu une question, donc tu ne dois pas répondre. Okay. Je la laisse comme ça, parce que c'est sur le dernier chapitre dont on parle d'un contrat. Et d'un contrat qu'il faut rompre. C'est un contrat qu'on fait, nous, avec la réalité peut-être, avec un humain peut-être. Là, c'est vraiment le point qui nous permet de passer et de comprendre mieux entièrement les termes rupture, mais pour ça, je vous invite vraiment à les lire sur les textes, des mots de Claire. Et là, par contre, je voudrais inviter Caroline Cousin pour poser une question qu'elle a préparée. Voilà. Si tu veux t'approcher, on te donnera les microphones. Merci pour tous ces échanges. J'avais une petite question et je voudrais revenir sur être à sa place. Vous avez parlé d'identité, vous avez parlé de rupture. Il y a un événement qui est venu nous bousculer ces 2 dernières années, c'est Covid. Et donc il y a un avant et un après. Et j'aimerais savoir, en parlant de place, comment on trouve sa place, comment on se réinvente dans ce monde incertain. Avant de répondre, peut-être que je fais une petite introduction. Être à sa place, c'est les derniers livres de Claire Marraine. Et donc la question c'est sur ces livres, mais je n'en profite pour te demander aussi le rapport entre celui-ci et le dernier. Du coup, 2 questions. Oui. Ouais. Alors, la première étant extrêmement difficile, je crois que
cette question du rapport à l'incertitude rejoint la question à laquelle je n'ai pas le droit de répondre sur le contrat, donc ça commence à devenir un peu complexe comme situation. Mais c'est peut-être une question de pari qu'on peut faire en chacun d'entre nous, dans les autres. C'était aussi une discussion ce midi. Qu'est-ce qu'on peut imaginer être capable de changer et comment on apprend à vivre effectivement avec un ensemble de circonstances, d'événements qui changent de rythme, y compris en allant vers peut-être quelque chose comme une catastrophe. Donc comment on intègre cette idée d'un possible beaucoup plus inquiétant et qu'est-ce qu'on peut continuer à espérer dans cet horizon effectivement qui s'assombrit. Mais il y a une phrase de je sais plus qui dit je sais plus où, c'est précisément parce que c'est désespérant qu'il faut continuer à y croire encore plus, mettre un peu plus de volonté dans cet espoir de modifier les choses. Du coup, j'ai complètement oublié la question d'après. La question, c'est quel est le rapport entre rupture, quel est le passage, mieux que le rapport entre rupture et être à sa place. Alors, en fait, il y a des résonances, puisque une fois qu'on a perdu une place dans la rupture, évidemment, la question de la place se pose. Qui je suis une fois que j'ai perdu mon travail, qui je suis maintenant que mes parents sont morts, etc. Voilà, ma place doit être redéfinie constamment, et même quand je suis toujours à la même place, en réalité, je continue à la travailler. C'est-à-dire, je peux être prof depuis beaucoup d'années, mais la manière d'habiter cette fonction se transforme. En fait, je crois qu'une place est plus un travail de création et de recréation constant, une activité que véritablement quelque chose qui serait figé. Ou alors, quand on habite une place affective ou relationnelle figée, c'est sans doute que déjà quelque chose est un peu mort dans cette manière d'être qui est la nôtre. Donc la continuité thématique, elle est là. Après, et ça rejoint votre remarque sur ce que nous avons traversé, il est évident que les épreuves je pense qu'on peut parler d'épreuves pour certains d'entre nous en tout cas, du confinement nous ont invités à nous réinterroger sur les places géographiques, affectives et symboliques, les liens qui nous manquent, les lieux qu'on ne traverse plus, etc. Et en l'occurrence, un certain nombre de références qui sont des références importantes dans le deuxième texte, comme Pérec par exemple, c'est Pérec ou Bachelard en philosophie, son texte sur la poétique de l'espace, c'est des références vers lesquelles je suis allée quand précisément il s'agissait de rester en l'occurrence dans un petit appartement sans perspective de sortir pendant plusieurs semaines. Et donc une question de la place au sens matériel, géographique, physique, évidemment a été réactivée par cette expérience inédite. Alors, pendant que vous préparez, pendant que vous préparez vos propres questions ensuite à Claire Marin, Caroline Cousin a une autre question à poser. Je vais juste terminer en vous demandant, on parle dans le livre de la bonne place. Alors, existe-t-il une bonne place où on trouvera notre propre singularité, quelque chose qui nous correspondrait mieux et où on pourrait s'épanouir dans nos différents domaines de vie, que ce soit affectif ou professionnel? Alors, dans le livre, on parle de bonne place, mais aussi on parle de mauvaise et de très mauvaise place. Et pour continuer un peu ce que je disais à l'instant, je pense qu'une bonne place, c'est avant tout le sentiment de faire le mieux possible ou le moins mal possible ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est un peu comme ce titre de Winnicott, c'est suffisamment bien, quoi. C'est-à-dire pour ne pas nuire. De là à dire que c'est la bonne place comme s'il n'y en avait qu'une, je pense qu'on en a plusieurs en même temps. D'abord, à un même moment, on occupe des places affectives, professionnelles, on est parent tout en restant enfant. Et voilà, même sur le plan professionnel, on peut faire plusieurs métiers à la fois, comme c'est le cas dans un certain nombre ici. D'abord, ce pluriel me paraît important parce qu'il pose la question des équilibres et du fait qu'une place peut empiéter sur l'autre.
et qu'il n'y en a pas forcément une qui est mauvaise, mais que c'est la compatibilité, l'espèce d'harmonie qu'on essaye de trouver, voilà, entre le fait d'être parent et d'être investi dans son travail, ou d'être engagé politiquement ou socialement. Donc c'est aussi ce jeu des places qui est complexe et qui est émouvant. On voit bien comment, quand une commence un petit peu à s'étendre, c'est tout un équilibre qui peut être fragilisé. Et si j'insiste sur la bonne et la mauvaise place, c'est parce qu'il me semble qu'on a aussi, et là encore, sans vouloir être absolument positive à tout prix, mais vous avez compris que ce n'était pas trop ma perspective, il y a des mauvaises places où on apprend des choses qui vont être décisives. Merci. Au fond, une bonne place, c'est une place qu'on n'a plus besoin de défendre, au fond, qu'on n'a plus besoin de tenir. Oui, ou que d'une certaine manière, oui, qu'on habite, je dirais activement, mais sans lutte à ce moment-là pour aller dans ce sens. Ouais. Avant de poser des questions, peut-être qu'on a encore un autre texte. Oui, on en avait d'autres, mais il y en a un auquel je tiens parce que c'est une question de place, une mauvaise place qui permet d'être à sa place. C'est le psaume 137, sur les bords des fleuves de Babylone. Un extrait. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion. Au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Merci. Au fond, ce dernier texte nous introduit à peut-être une dernière figure de la rupture, dans lequel on entend aussi la problématique de la place, au fond, et qui est l'exil, au fond. L'exil est une des grandes ruptures de l'existence, qu'elle soit géographique ou affective. Et donc là, dans ce que nous venons d'entendre, donc ce rêve de retour et cette obligation d'être ailleurs, qu'est-ce qui est plus vivant au fond, l'exil ou le retour? La question qui se pose, c'est de savoir si ce retour est possible, parce que quand j'essaye de revenir, parfois tout a tellement changé et j'étais moi-même tellement transformée qu'il n'y a pas de retour à l'identique. Là, on peut faire le parallèle avec l'expérience de la maladie. Même quand je suis guérie, mon corps a été transformé et j'ai été moi aussi traversée par les séquelles de cette expérience. Mais l'exil peut être aussi même plus profond, et c'est une chose dont on a parlé à plusieurs reprises pendant ce festival. C'est aussi l'une des maisons ou l'une des places qui nous reste quand on est si violemment déplacé. Ça peut être la langue maternelle qui reste, ou qu'on décide d'abandonner. C'est aussi des lieux des lieux intérieurs auxquels on peut se raccrocher, et c'est ce qui nous reste de l'ancienne place qui était la nôtre, de l'ancien pays qui était le nôtre. Mais c'est aussi quelque chose qui peut disparaître, et c'est peut-être le pire exil que de perdre cette langue. Alors maintenant, voilà, si jamais ces réflexions sur la rupture, sur la question de la place, de la bonne ou de la mauvaise place, suscitent en vous des interrogations, c'est le moment. Oui, il y a une personne au fond de la salle. Peut-être qu'on pourrait, je sais pas, allumer un petit peu la salle parce qu'on ne voit pas grand-chose d'ici. Pour mieux identifier les places,
Je voulais vous remercier pour accomplir la rupture par un discours qui finalement nuance, et je pense que c'est important de le faire aujourd'hui, le concept de résilience. Vous l'avez traité formellement tout à l'heure, et effectivement poser aussi par là même le fait que peut-être la question n'est pas tant d'être soi que d'effectivement le devenir, et que soi existe dans la mesure où on accompagne le fil de la vie, où on est vivant, et donc on n'est pas statique, on n'est pas défini, on n'est pas enfermé. D'une certaine façon, le concept d'identité est un concept réducteur qui rogne, qui étroitise la réalité de la personnalité et par là même apporte une dimension falsificatrice de ce que l'on est et qui pose une difficulté à se reconnaître dans l'identité que l'on n'affirme pas mais qu'on nous pose. On pourrait dire d'une certaine façon, pour faire une allusion littéraire, que la carte d'identité n'est pas conforme au territoire que nous sommes. Et là, donc, si j'ai bien compris, devenir soi, c'est donc être dans ce mouvement, être dans cette capacité, je veux dire, à accompagner, y compris les ruptures, à occuper une place, mais qui elle-même est une place qui est mouvante, parce que notre place est aussi connectée aux places des autres. D'une certaine façon, quand Rimbaud nous dit que je est un autre, il nous ramène à la fois à notre place en tant que sujet, que acteur, et dans la relativité justement du mouvement, parce que si on a déjà du mal à se considérer, la connexion avec les autres rend les choses d'autant plus compliquées. Mais est-ce que donc aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est une question, mais est-ce que se pose pas la question de la confrontation entre l'identité et finalement la question sur la question de la crise sanitaire renvoie là aussi des résonances. Est-ce que c'est la question donc fondamentale, c'est pas la confrontation entre l'identité et la personnalité? Oui, alors merci pour votre intervention qui est très riche. On pourrait aller dans beaucoup de directions par rapport à tout ce que vous avez proposé, mais vous avez raison, on a parlé d'une manière un peu schématique d'identité. Si on voulait être un peu plus exigeant conceptuellement, il faudrait penser l'articulation avec la question de la personnalité et peut-être, j'ai employé sans doute à tort le terme de personnage qui pouvait prêter à confusion, mais ça allait bien dans le sens d'interroger effectivement la question de la personne, puisqu'on a fait beaucoup d'étymologie ce matin, tout le monde sait déjà, mais on peut rappeler que persona veut dire le masque, donc il y a toujours cette question de savoir ce qui se joue dans ce que j'exprime, je montre, j'affirme, je donne à voir à autrui. Et puis vous avez parlé de la carte du territoire finalement. Ça me fait penser à un texte de Michaud sur les propriétés. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? On fait le tour des propriétés, mais en faisant le tour, on en abandonne certaines. On n'est jamais tout à fait le propriétaire de nos propriétés. Donc peut-être que ça dit quelque chose de cette multiplicité intérieure, mais qui est aussi une ressource. Sans parler de résilience, je crois que heureusement qu'il y a cette espèce de diversité interne, tant qu'elle ne nous mène pas à des déchirements ou à des éléments au bord de la folie, mais c'est aussi que parfois je vais puiser dans certains des personnages qui sont les miens, si on peut dire, pour trouver les ressources quand une partie de la personne que j'étais disparaît dans une rupture, par exemple. C'est Bergson qui donne cette image, moi je l'aime beaucoup, qui dit que quand on est enfant, on a plein de personnalités possibles et au fur et à mesure qu'on avance, on se débarrasse de certaines de ces personnalités parce qu'on ne peut pas creuser toutes les voies d'identité possibles. Et moi, je me dis qu'à certains moments, peut-être qu'on en retrouve certaines, quand justement on arrive dans une espèce d'impasse avec celle qui s'était déployée sur un certain moment de l'existence. Peut-être qu'on trouve des ressources chez cet enfant qui a 10 ans, qui nous permet de continuer au-delà de l'épreuve qui s'impose à nous.
Oui, merci. Merci pour votre présentation et pour ce texte sur la rupture. Je voulais peut-être poser une question par rapport à celui qui vient et par rapport à celui du passé. Ce serait à quelle place vous vous situez, à quelle hauteur vous avez écrit ce texte rupture, parce qu'à le lire, on sent que de votre part, un effort constant de ne jamais rompre avec l'expérience commune, de ne pas verser dans une espèce de critique du commun, comme longtemps les philosophes ont été habitués à le faire, jusqu'à Sartre ou Deleuze, que vous citez abondamment. Bref, vous n'arrimez pas votre discours, j'ai l'impression en tout cas, sur une espèce d'ontologie ou une quelconque métaphysique, mais vous développez une sorte, je sais pas, une espèce de grammaire de la rupture, enfin en tout cas de nos ruptures, une grammaire compliquée qui nécessite de mobiliser des trésors de finesse, car précisément il ne s'agit pas de critiquer, il ne s'agit pas non plus d'adouber, mais de je sais pas, rendre compte le plus fidèlement possible de nos ruptures dans leur complexité, dans leur diversité. Mais voilà, cette grammaire, voilà, je me demandais, vous, d'où est-ce que vous parliez ? Où je me situe, à ras de terre, c'est-à-dire vraiment, mais comme vous l'avez très bien dit, au niveau de l'expérience commune et d'expériences peut-être trop communes parfois pour qu'on estime qu'elles puissent faire l'objet d'une réflexion qui peut avoir une petite ambition philosophique. Et cette grammaire, on l'a peut-être pas trop souligné, mais c'est des textes qui s'appuient évidemment sur des repères philosophiques, mais beaucoup sur la littérature et sur des moments d'incarnation que les personnages nous permettent d'appréhender, il me semble, plus facilement que des définitions conceptuelles un peu abstraites. Donc, quand je dis au niveau du commun, c'est qu'effectivement, il y a plein de passages qui sont repris à des romans, dont certains très contemporains et très récents, qui décrivent en quelques lignes parfaitement ce que c'est que se retrouver dans cette situation-là d'exil, avec parfois des collisions temporelles qui sont étonnantes, hein, puisque être à sa place, quand j'écrivais le chapitre sur les déplacés en juillet dernier, effectivement, je ne me doutais pas naïvement du type de résonance que ça pourrait prendre quelques mois plus tard. Donc l'idée, c'est effectivement, comme vous l'avez très bien dit, de déployer quelque chose qui est de l'ordre d'une grammaire, d'une espèce de typologie. Il n'y a pas de conseil de vie, il n'y a pas de jugement, il y a peut-être juste cet élément-là de rendre visible ce que j'évoquais tout à l'heure, des ruptures qui parfois n'ont pas de manifestations exceptionnelles ou des déplacements intimes qui ne sont pas évidents et qui pourtant procèdent à une transformation, peut-être même parfois une métamorphose à l'intérieur du sujet.